Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier e-meeting de Jean Rottner, président de la région Grand Est et candidat à sa réélection. Meeting que nous allons animer avec Éric Cala. Bonsoir Éric. Bonsoir Fanny, bonsoir Jean Rottner. Bonsoir. Bonsoir. Nous allons pendant 1 heure découvrir quelles sont vos idées et celles de votre équipe pour la région Grand Est à travers ce e-meeting. Vous pouvez, vous qui êtes inscrits, poser vos questions via le chat mis à votre disposition. Jean Rottner, vous répondrez à toutes les questions ici, bien sûr, mais comme nous n'aurons pas le temps de toutes vous les poser, vous y répondrez également par mail et dans les podcasts questions-réponses que nous proposons au quotidien. Ce e-meeting, Jean Rottner, c'est une première pour vous, situation sanitaire oblige. Oui, c'est une première et bonsoir et merci à vous deux, Fanny et Eric, d'avoir accepté de l'animer à mes côtés, mais je ne serai pas seul, je serai accompagné dans quelques instants de Valérie Debord, vice-présidente de la région, Laetitia Ribourg qui préside la commission enseignement et lycée, et d'Arnaud Robinet, le maire de Reims, qui conduit la liste de la Marne. C'est important de pouvoir le faire en équipe, de pouvoir s'exprimer là aussi devant vous, qui nous écoutez au travers des écrans interposés, des réseaux sociaux. C'est vrai que cette campagne est particulière, elle est singulière après la pandémie, et il a fallu nous adapter. Ce premier e-meeting correspond justement à cette capacité de venir vous voir, d'entrer chez vous, de dialoguer, de discuter, de finalement se tendre la main avec bienveillance pour que le débat politique puisse gagner en qualité, et qu'il puisse s'élever. Nous aborderons un certain nombre de questions dans notre programme, nous aborderons aussi des questions politiques, mais ça, je crois que c'est nécessaire, c'est indispensable, et c'est finalement ce que l'on doit à nos électeurs. N'oublions pas d'aller voter le 20 et le 27 juin prochain. Oui, ça c'est important. Merci de le préciser, parce que les gens ne sont pas encore dans l'élection, il faut le dire, et petit à petit se font à cette idée que ces élections auront lieu le 20 et le 27 juin, et que le débat politique, les idées, les confrontations, sont toujours bénéfiques pour notre démocratie. Et pour ceux qui ne pourront pas voter, on pourra le faire par procuration, pour ceux qui ne pourront pas se déplacer, mais on en reparlera là aussi si vous êtes d'accord, bien sûr. Avec un système simplifié cette année. Avec un système simplifié en plus. Et tous les renseignements, c'est sur jevoterottner.fr, je le précise déjà. Vous êtes Jean Rottner, président d'un territoire important depuis 3 ans et à la région depuis 5 ans et demi. Une élection, c'est aussi le moment de se pencher sur les actions déjà menées. Alors nous avons d'ailleurs une première question sur le sujet, puisque nos auditeurs et toutes les personnes qui regardent ce e-meeting peuvent poser des questions via le chat qui est à leur disposition. Guillaume vous demande pourquoi vous présentez-vous à votre propre succession ? Quels sont les engagements que vous souhaitez poursuivre ou que vous n'avez pas pu tenir lors de votre précédent mandat ? C'est une très bonne question. On se la pose quand on se présente. Est-ce qu'il faut se présenter, oui ou non ? Eh bien, en équipe, nous sommes interrogés pour savoir comment nous pouvions poursuivre là aussi l'action engagée par mon prédécesseur, que j'aimerais saluer, à qui j'aimerais rendre hommage, Philippe Richert. Et nous avons traversé quelque chose d'exceptionnel, une crise, une pandémie, qui nous a obligés à être plus agiles, à faire des propositions, à nous remettre en question, à ne pas finir peut-être ce que nous envisagions au départ du dernier mandat et à avoir envie de le prolonger. Mais ce dont nous sommes sûrs, je pense aujourd'hui, c'est que nous voulons faire de la région Grand Est le véritable quartier général du retour à la vie normale, de la relance, de la reprise, du rebond économique. Et finalement, nous souhaitons créer de la valeur, nous souhaitons soutenir l'économie, nous souhaitons être présents aux côtés des jeunes, nous souhaitons être là sur la biodiversité et le développement durable. Tous ces sujets de la vie quotidienne, les mobilités, qui sont importantes et où il y a encore tellement de travail à fournir. Nous avons engagé une transformation, celle d'un territoire plus vaste, et aujourd'hui, nous voulons être encore plus concrets, nous voulons travailler pour nos concitoyens et pour que leur vie quotidienne puisse encore mieux s'améliorer. Plus de 1100 maires sont mobilisés pour votre réélection. Un comité de soutien s'est créé. Son président est François Barouin, maire de Troyes et président de l'AMF, Association des maires de France. Nous vous proposons de regarder une vidéo. soutiens avec beaucoup de joie, beaucoup d'engagement, beaucoup d'amitié, évidemment la candidature de Jean Rottner et de toutes ses équipes dans tous les départements du Grand Est. Et j'ai accepté sa proposition également avec beaucoup de respect et beaucoup d'engagement de présider son comité de soutien pour
pour de très nombreuses raisons. La première, c'est que Jean Rottner a surgi de manière spectaculaire et exemplaire et remarquable au moment de la gestion du Covid. Il a incarné le Grand Est, il a porté, conscient qu'il fallait combler ces défaillances de l'État sur les masques, sur les tests, sur la vaccination. Bref, c'est important également pour une collectivité qu'elle soit incarnée. Jean Rottner l'incarne merveilleusement. Il a su ensuite faire autour de lui, en quelque sorte, une union parfaite de toutes les sensibilités, ceux qui sont engagés dans des mouvements politiques, ce qui est mon cas, comme d'autres qui sont au service, non pas d'un militantisme partisan, mais d'une volonté de large rassemblement. Et il a cette personnalité qui lui a permis de rassembler tout le monde. C'est le cas dans notre département, par exemple, avec Marc Sébéran, Isabelle Edo-Couronne, formations différentes, soutenues par le président du département, qui lui est non inscrit. Et donc c'est assez rassurant pour les électeurs de la droite et du centre de se sentir, au fond, incarnés, protégés et en capacité de rassembler. C'est si difficile aujourd'hui que ça mérite d'être noté et souligné. Enfin, ce sera une campagne de proximité. Moi, j'ai vu Jean Rottner depuis le début venir. Il est de Strasbourg, je suis de Troyes, on est à l'opposé géographiquement. Il dit très souvent soutenir nos entreprises, soutenir nos actions, apporter les financements pour des opérations fondamentales pour l'amélioration du coin de la rue à Troyes, dans Troyes, Champagne Métropole. Bref, c'est évidemment un candidat de grande qualité, expérimenté. C'est un humaniste, un médecin également, et c'est si rare aussi de mettre au service ses compétences professionnelles dans la gestion d'une crise. Il est pour nous très précieux et je souhaite évidemment qu'il puisse poursuivre son action. Un mot, Jean Rottner, sur ce comité de soutien présidé par François Baroin? Plus que le comité de soutien, permettez-moi juste d'être touché par les mots que François emploie à mon endroit. C'est sûr, c'est un ami, mais au-delà de cela, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect dans la manière dont il aborde la politique, avec raison, avec calme, avec ce côté pratique des grands élus, ceux qui conçoivent un territoire, ceux qui le bâtissent. Vous savez, j'ai été maire, je sais ce que c'est être maire. C'est avoir ce souci du détail, ce souci du quotidien, cette nécessité d'être à l'écoute. François a toutes ses qualités et je suis très heureux, et surtout très fier et très honoré qu'il ait accepté effectivement cette proposition de présider notre comité de soutien. Et regardez, quand vous avez 1100, 1200 maires qui aujourd'hui nous apportent là aussi leur signature en disant « Ok, on croit en vous », mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Ça veut dire que ce travail de proximité qui est effectué maintenant depuis 5 ans et demi, eh bien, il porte ses fruits. Le dialogue, il est là. La cohésion d'un territoire, elle se construit. Et elle se fait dans la confiance et dans un terme d'ailleurs peu utilisé en politique, la bienveillance. Nous allons, si vous le voulez bien, Jean Rottner, entrer dans le programme que vous proposez aux électeurs pour la région Grand Est. Votre projet s'inscrit dans la continuité, vous nous l'avez dit, des actions engagées, avec en plus, bien sûr, le prisme de la crise sanitaire qui a accentué le sentiment d'insécurité. Du coup, le droit de vivre en sécurité est devenu pour vous une priorité ? Vous l'avez dit, on vient de traverser une épreuve et on est encore dans cette épreuve extrêmement difficile, extrêmement compliquée de cette crise sanitaire qui nous oblige à être prudents, à être humbles, à être modestes. C'est finalement un virus qui décide de l'agenda. Et en même temps, on est dans une période extrêmement insécure, où on le voit au plus haut sommet de l'État, il y a une autorité républicaine qui n'est pas forcément incarnée tous les jours. Les Français, mes concitoyens dans la région réagissent normalement. Et pour eux, eh bien, cette insécurité, ce manque de sécurité devient un souci premier. Ce n'est pas forcément de la compétence de la région de le gérer en direct, mais comme c'est leur souci, ça devient mon engagement, ça devient notre engagement, ça devient la nécessité de pouvoir y répondre. Comme vous le disiez tout à l'heure, dans la liste Plus fort ensemble avec Jean Rottner, il y a 187 candidats sur 9 départements. Je vous propose d'accueillir la tête de liste pour le département de la Marne, Arnaud Robinet, maire de Reims. Bonjour Arnaud. Bonjour. Pourquoi avez-vous décidé de vous engager auprès de Jean Rottner ? Vaste question, mais je crois que j'ai quelques secondes pour y répondre. 3 raisons principales. Jean Rottner, élu de terrain, profondément humaniste, comme l'a rappelé François Baroin il y a quelques secondes. Homme de conviction et surtout visionnaire, qui porte un véritable projet avec son équipe pour notre belle et grande région.
Très bien. J'ai une question d'Alain de l'agglomération de Saint-Dizier. Quel est votre positionnement envers les problèmes de sécurité rencontrés aujourd'hui sur les territoires ruraux matérialisés par des zones de non-droit? Comment la région peut-elle s'inscrire dans cette lutte contre cette délinquance galopante? On le voit aujourd'hui, la sécurité est la première préoccupation et la première attente de nos concitoyens. C'est d'ailleurs la première de nos libertés. Et la sécurité, c'est une chaîne où chaque collectivité doit prendre ses responsabilités, même si ce n'est pas une compétence régalienne concernant la région Grand Est. Mais nous nous engageons aux côtés de Jean Rottner à notamment développer la vidéoprotection aux abords des lycées, aux abords des gares, mais surtout soutenir les communes, soutenir les maires qui veulent investir dans la vidéoprotection, dans le développement d'une police municipale, les accompagner à hauteur de 50% de leur investissement. C'est un engagement fort de Jean Rottner et de l'équipe. Qu'est-ce que représente la sécurité pour vous, Jean Rottner? C'est la vie du quotidien, c'est la vie de nos concitoyens vraiment au jour le jour. Et cette sécurité, elle va peut-être plus large. Il faut l'aborder d'une manière beaucoup plus large que simplement la sécurité régalienne. C'est comment est-ce qu'aujourd'hui on entoure, on accompagne, François Baroin l'a dit, comment finalement on protège nos concitoyens. Et là, il y a la sécurité régalienne, mais il y a aussi la sécurité alimentaire, il y a la sécurité professionnelle, il y a la sécurité de l'avenir de nos jeunes, il y a la protection sanitaire, vous en avez parlé. Tous ces sujets, nous les avons abordés, nous avons des idées, nous avons un programme, nous avons envie de les réaliser. Vous avez aussi le projet d'offrir à tous une alimentation de qualité. Pouvez-vous nous en donner des détails ? La sécurité alimentaire, c'est un véritable défi pour nous toutes et tous. Et il est vrai que l'objectif est de promouvoir la consommation locale, la production locale. Et nous souhaitons mettre en place un label, Proximest. Et les agriculteurs devront bien sûr s'engager à produire local, produire dans notre région, dans la région Grand Est. Et puis derrière ça, il faut aussi accompagner bien sûr nos agriculteurs dans cette transition, cette troisième voie de l'agriculture entre l'agriculture traditionnelle, l'agriculture biologique, les accompagner dans cette transition, si bien numérique, mais également dans les investissements beaucoup plus généraux et plus globaux. Et puis il faut garantir à nos agriculteurs, vous savez, je suis dans un département très rural, très agricole et viticole. Il faut aussi garantir un revenu adéquat à nos agriculteurs, bien sûr en rapport avec leur investissement et leur engagement au quotidien. C'est votre projet pour accompagner l'agriculture et les agriculteurs dans un nouveau défi qui les attend aujourd'hui ? Mais un véritable défi qui, pour la planète, pour la France, pour nos départements et pour notre région, bien sûr. Nous engageons également à garantir une part de bio, de production locale dans la restauration scolaire, notamment dans nos lycées. Et l'accompagnement des agriculteurs est indispensable. On doit les accompagner. Et ce sont les premiers défenseurs de l'environnement. Ce sont eux qui nous nourrissent. Nous devons les accompagner avec force et avec conviction dans cette transition écologique et transition agricole. J'ai une question de Foucault qui parle de notre sécurité, qui passe aussi par la préservation de l'environnement. Quel est votre programme pour l'écologie et principalement pour le secteur de la construction, Jean Rottner ? C'est assez intéressant, permettez-moi juste une petite insiste, c'est que c'est un maire de grande ville qui vient de tenir ce discours sur l'agriculture. Non, mais c'est pas rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'un côté la ruralité et de l'autre côté les villes. Au contraire, on est un territoire et on vient s'apporter toute notre intelligence collective pour faire évoluer ce territoire. On a besoin des agriculteurs, on a besoin des grands centres, on a besoin aujourd'hui d'une réflexion globale qui permette de préserver la planète. Aujourd'hui, faire de la rénovation énergétique sans parler au monde du bois, au monde de la forêt, qui a des solutions, ce serait une erreur. Nous le faisons. Ça répond déjà à la question de Foucault. La région Grand Est est la première région en termes de part d'énergie renouvelable en France. Nous sommes à près de 10%, contrairement aux autres régions qu'on laisse largement derrière nous. Ça veut dire qu'on est en avance et qu'il faut encore accélérer sur ces points-là. Naturellement, l'hydrogène, naturellement, la viticulture, Arnaud y faisait référence, quand dans notre région, nos viticulteurs décident d'être à 0 herbicide en 2025, c'est pas dans 10 ans. C'est en 2025. C'est-à-dire que dans 4 ans, nous devons être prêts avec eux. Nous devons les accompagner.
Et donc, effectivement, cette écologie, cette notion de construction, de préservation, là aussi, de l'environnement, avec, effectivement, une véritable stratégie, eh bien, elle se construit. Elle se construit tous les jours. Autre exemple, je vais vous en donner un, très simple. Nous avons comme projet de mettre 1,5 million de mètres carrés de panneaux solaires sur les toits de nos lycées. Ça correspond tout simplement à la puissance d'une demi-centrale nucléaire. C'est du concret. Et c'est déjà parti. C'est un plan qui, là aussi, montre tout à fait l'ambition que nous portons. Des choses concrètes, des choses de la vie quotidienne, des éléments programmatiques qui transforment la vision qu'on a de notre région. Première région en énergie renouvelable, et avec effectivement ce que nous pouvons faire sur nos propres bâtiments publics, nous montrons l'exemple, et je crois que ça, c'est assez remarquable. C'est très important, effectivement. J'ai une question de Christophe maintenant. Quels seront les 3 leviers de votre stratégie pour continuer vos actions autour de la rénovation énergétique des bâtiments de la région Grand Est ? J'ai déjà un peu répondu avec cet exemple-là. Nous avons mis en place, et nous souhaitons continuer, à avoir un plan, ce qu'on appelle un plan lycée vert. Le plan lycée vert, c'est la rénovation énergétique de tous nos bâtiments. J'ai parlé des panneaux solaires, mais c'est pour plus de 60 millions d'euros d'investissement en termes de chaudières biomasse, d'isolation thermique de tous nos bâtiments publics. Et c'est une réflexion au-delà d'ailleurs des bâtiments sur nos mobilités. Nous utilisons aujourd'hui des voitures qui utilisent de l'E85, du bioéthanol, produit sur notre territoire grâce à nos agriculteurs, à notre filière créée chez nous. Mais tout cela, c'est simplement d'être exemplaire et de montrer à nos concitoyens bien que ce qu'on leur demande, on se l'applique à nous-mêmes avant tout. Bien sûr. J'ai une dernière question de François. Quelle est la politique de l'eau pour les années à venir ? Politique de l'eau, déjà, c'est très simple. Il faut avoir conscience de notre potentiel en matière d'eau. On a des L'importance lacs, de l'eau. on a un vrai réservoir sur notre territoire. Ça se matérialise par des lacs absolument fantastiques, le lac du Der, le lac de Madine, le lac de Pierre-Percé, les lacs vosgiens, mais aussi des fleuves. La Moselle, la Meuse, le Rhin, c'est des dimensions qui sont juste exceptionnelles et dont on ne se rend même plus compte parce que finalement on l'a devant nous au quotidien. Puis il y a des nappes phréatiques qu'il faut savoir conserver, qui aujourd'hui ont tendance à diminuer en qualité et en quantité. Il y a une vraie politique sur ce sujet et des projets de territoire extrêmement intéressants avec la réouverture ou la conservation d'un certain nombre de canaux qui sont aussi des sources d'eau importantes pour nos agriculteurs. Le canal des Vosges, le canal de la Meuse, le canal des Ardennes, le canal du Rhône-Rhin sont des exemples là aussi où les territoires aujourd'hui sont en train de se fédérer pour, autour du tourisme, autour de la navigation touristique, sont en capacité d'enchaîner de vraies dynamiques. Avec nous, une volonté singulière d'ailleurs sur le territoire alsacien de rouvrir le canal du Rhône-Rhin entre Neuf-Brisach et Strasbourg. Nous en avons la gestion. Aujourd'hui, il n'est plus navigué. Nous souhaitons le rouvrir, la navigation. Très bien, merci messieurs, merci Arnaud Robinet. Tout de suite, nous abordons le deuxième grand thème de vos propositions, placer l'humain au cœur de l'action publique. C'est bien joli comme phrase, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Je reprends tout à l'heure les mots de François Barouin. Placer l'humain, c'est tout simplement considérer qu'on ne fait pas forcément toujours de la politique politicienne, mais qu'on est là aussi pour servir. Nous avons mandat de la part de nos concitoyens pour agir en leur nom. Et nous le faisons avec humanité, avec bienveillance, avec cette volonté, effectivement, d'être toujours plus efficace au service du plus grand nombre. Et de répondre à certaines fragilités, mais aussi d'être en capacité parfois de répondre à l'ambition portée par certains sur notre territoire. Eh bien, c'est cela, mettre l'humain au centre de toutes nos politiques. Pour évoquer tous ces sujets avec vous, Jean Rotner, accueillons sur ce plateau, si vous le voulez bien, Atissar Ibour. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes première colistière dans le département de la Meuse et vous êtes également adjointe au maire de la ville de Bar-le-Duc. Atissar, pourquoi est-ce que vous vous engagez auprès de Jean Rotner ?
Alors, très bonne question. D'abord, dire que je suis très heureuse de représenter la Meuse ce soir et l'ensemble de mes colistiers. Et dire aussi que derrière nous sommes 3 colistiers ce soir présents auprès de Jean Rotner. Mais auprès de nous, il y a 183 autres colistiers qui sont des personnes dynamiques qui souhaitent s'engager pour leur territoire et servir le bien commun. Donc, je suis très heureuse pour cela. Et puis ensuite, c'est pour la méthode qu'a su mettre en place Jean Rotner au cours de tout ce mandat, que je résumerai en 3 mots: humanisme, agilité et proximité. Et sa capacité à justement tenir compte de chaque territoire, des spécificités de chaque territoire, c'est ce qui m'anime à être à ses côtés au cours de cette campagne. Merci en tout cas d'accepter de participer à ce e-meeting et de répondre aussi aux questions de vous qui nous regardez, vous qui nous écoutez. Et vous pouvez poser vos questions via le chat mis à votre disposition, comme l'a fait justement Eliane dans ce projet Jean Rotner, placer l'humain au cœur de l'action publique. Il y a bien sûr la santé et bon nombre de questions nous arrivent sur ce sujet. Donc celle d'Eliane qui vous demande: à vos yeux, la région a-t-elle un rôle à jouer dans la politique de santé ? Je ne vais pas vous dire le contraire, après les 13 ou 14 mois qu'on vient de vivre, qui ont été des mois dramatiques, intenses, et dans lesquels d'ailleurs la région a joué un rôle essentiel. Alors j'y ai en tant que président et médecin, François Barouin l'a dit aussi tout à l'heure, joué peut-être un rôle particulier, mais je n'étais pas seul. J'avais autour de moi une équipe solide, une équipe qui m'a suivi, une équipe qui, bien en quelques heures, s'est mise au travail pour servir, encore une fois, nos concitoyens. Je ne reviens pas sur les masques, les tests, les vaccins. Et aujourd'hui, chaque fois que je visite un centre de vaccination, je vois l'engagement des maires, des collectivités locales pour être extrêmement efficace au service de nos concitoyens. Alors oui, la santé doit être au cœur, là aussi, de certaines de nos priorités. C'est nouveau, ça n'existait pas jusqu'à présent, mais la crise a été un révélateur, finalement, de l'efficacité des collectivités, de la région tout particulièrement. Et puis un révélateur aussi de nouvelles attentes. C'est pour ça que nous nous engageons à former 2000 infirmières, 2000 aides-soignantes, 2000 auxiliaires de vie supplémentaires par an, parce que cela est indispensable. C'est demandé par nos concitoyens, parce que le maintien à domicile va se transformer, parce que nos hôpitaux de proximité en ont besoin, parce que, tout simplement, il en manque dans notre pays. Et c'est un engagement fort que nous prenons pour les former en proximité, parce que quand on est formé sur son territoire, on reste vivre sur son territoire. Autre engagement lié, par exemple, au déploiement du très haut débit. Vous savez que le très haut débit arrivera dans toutes les communes, dans tous les foyers d'ici 2023. C'est un engagement que nous avions pris et qui sera tenu. Et bien, grâce au très haut débit, nous allons pouvoir mettre en place plus d'une centaine de points supplémentaires. Nous en avons déjà à peu près 100. Eh bien, nous allons doubler cela des points de contact de télémédecine d'ici 2023. Ce n'est pas remplacer les médecins dont il s'agit, c'est simplement permettre aux professionnels de santé de s'organiser de manière différente. Voilà par exemple 2 points extrêmement concrets. Mais politiquement, ça veut dire que les collectivités locales, et particulièrement la région, eh bien, prend place petit à petit dans ces politiques de santé qui sont un pouvoir régalien de l'État. Mais je crois que là aussi, il faut aujourd'hui ne pas tout attendre de l'État et être aussi force de proposition. Et sur les territoires et dans la région, avec les départements, nous avons un certain nombre d'idées pour, à travers l'ARS, qu'on a beaucoup critiqué, par son centralisme, par le centralisme qu'elle représente, eh bien, aujourd'hui, nous voulons aller plus loin, plus vite, plus fort, parce que pour s'installer quelque part, la santé, c'est juste indispensable. C'est un vrai sujet auquel tous ceux qui nous regardent, je suis sûr, sont sensibles. Tout le monde attend, évidemment, tout le monde a besoin un jour ou l'autre d'un médecin, d'aller à l'hôpital, etc. Donc c'est un sujet sur lequel vous avez une force, vous, Jean Rotner, c'est que vous avez vraiment l'expertise en la matière. Oui, mais avec beaucoup d'humilité. Vous savez, je ne fais pas les choses seul. Et pour cela, il faut convaincre les territoires, il faut convaincre les médecins, il faut convaincre les professionnels de santé, il faut engager derrière soi, il faut avoir une équipe. Atissard en a parlé. Tout ça, ça ne se construit pas seul. Ça se construit ensemble, ça se construit avec tous les collaborateurs également de la région. Vous savez, nous avons 7500 collaborateurs, dont 5400 sont sur les territoires. Ça veut dire que 5400 personnes œuvrent au quotidien pour nos concitoyens partout dans la région. C'est ça qui est important. Nous sommes proches des gens, nos politiques sont peut-être insuffisamment connus, insuffisamment rattachés à la région, mais nous sommes là, à côté d'eux, tous les jours.
La santé, ça passe aussi par le sport. Joël pose une question. Pouvez-vous repréciser la feuille de route dans le domaine sportif, professionnel et amateur sur le territoire Grand Est et l'Alsace en particulier, Atissar? Alors la feuille de route sportive, effectivement, aujourd'hui n'est pas celle qui aurait pu être la feuille de route sportive il y a quelque temps. Aujourd'hui, nous sommes au lendemain d'une crise sanitaire et je crois que l'objectif que l'on doit se fixer, c'est justement viser le bien-être de chacun. À la fois physique et psychologique. Aujourd'hui, sur le terrain, on est confronté et on est à la rencontre de personnes, de footballeurs, de basketteurs, professionnels ou amateurs, qui n'attendent que ça, que les stades puissent rouvrir, qu'ils puissent à nouveau pratiquer. Et c'est dans cette mesure-là qu'on souhaite accompagner et viser le bien-être, et notamment au travers d'un engagement fort, la prise en charge de 50% des licences sportives, notamment lorsqu'il y a prescription médicale. Je pense que c'est important de le faire et d'accompagner les concitoyens qui souhaitent reprendre goût au sport. Pour notre bien-être humain à tous, nous avons besoin de culture, alors culture au sens large. On sait que demain est un jour important, les terrasses rouvrent, les cinémas, les théâtres, etc. vont rouvrir aussi. Quelles sont vos ambitions à la région Grand Est si vous êtes élu, Atissar ? Alors, concernant la culture, alors effectivement, la culture, d'abord, se conjugue au pluriel, puisqu'il y a des cultures sur notre territoire. Notre territoire Grand Est est riche de ces cultures. Et justement, il nous faut accompagner justement les acteurs culturels qui ont connu une crise et une période très difficile. Alors, demain débute la réouverture. Je pense notamment au cinéma de Bar-le-Duc, qui a été construit récemment et qui n'a pas pu ouvrir ses portes. Il rouvre ses portes demain. Et donc, il faut accompagner ces dynamiques-là, comme on a pu le faire durant ce mandat-là, et notamment en augmentant nos investissements à destination de la culture, et nous nous engageons à augmenter les investissements à hauteur de 20% pour accompagner la culture. Et par ailleurs, on souhaite aussi mettre à disposition une plateforme culturelle ouverte à l'ensemble de la population pour justement réenchanter la population avec la culture du Grand Est. C'est important ce que Atissar vient de dire. Souvent, on nous dit que la culture, c'est un peu la variable d'ajustement des politiques publiques. Là, nous prenons l'engagement pour les 3 prochaines années, c'est cela, Atissar, Oui. d'augmenter notre budget d'investissement à côté des acteurs culturels de 20%. C'est pas rien. C'est pas rien, 20%. Ça veut dire que cette industrie qui a particulièrement souffert, eh bien, on lui fait confiance. Pourquoi ? Parce que les gens en ont besoin. Il faut aujourd'hui qu'ils se rouvrent, qu'ils retrouvent confiance. Et la culture, c'est un élément moteur de cette confiance, de ce quartier général auquel je faisais référence tout à l'heure. Eh bien, pour reprendre confiance, pour se relancer, on a besoin effectivement d'une culture, mais également d'un patrimoine qui se développe et qui peut être enrichi là aussi par des investissements très concrets sur tous les territoires, pas que dans les grands centres. Et Dieu sait qu'il est riche dans la région Grand Est, Oui, ce patrimoine. Bien sûr. L'une des missions de la région concerne également la mobilité. Là encore, beaucoup de questions de la part de ceux qui nous suivent ce soir. Romain, notamment. La mobilité en milieu rural, quelle solution durable pour les territoires peu denses, Jean Rotner ? Ça, c'est une question du quotidien. Et c'est une question essentielle. Et la mobilité, ce n'est pas un luxe. C'est une nécessité. Ça a été une bataille pour nous depuis 5 ans. Puisque nous allons rouvrir certaines lignes. Nous avons pris la responsabilité des petites lignes ferroviaires. Nous avons développé un système de bus. Tout cela, ça se fait, mais ce n'est pas encore fini. Vous me posiez la question de savoir tout à l'heure pourquoi nous avions envie de continuer. Voilà un vrai sujet. 1 milliard d'investissements dans le matériel ferroviaire dans les années qui viennent pour développer des lignes qui avaient été oubliées par le passé. Une ligne comme Charleville-Givet, c'est 73 millions d'investissements depuis que nous sommes arrivés aux affaires. Quand on va rouvrir d'ici 2024 la ligne entre Contrexéville, Vittel, Mirecourt et Nancy, c'est une première en France. Une ligne fermée depuis tant d'années qui va rouvrir à la circulation ferrée. C'est juste quelque chose qui était inimaginable il y a 5 ans. Nous l'avons fait. Nous l'avons promis, nous l'avons fait. Épinal, Saint-Dié, Strasbourg, autre ligne qui va rouvrir alors qu'elle était fermée. Tout cela, c'est des engagements extrêmement forts. Et en termes de mobilité, ce n'est pas simplement le plaisir de rouvrir pour ouvrir, c'est que le bus et les trains sont des déplacements profondément durables, qu'aujourd'hui, ils doivent battre aussi, pour certains d'entre eux, le temps voiture. Donc on doit être là aussi, en termes d'usage, en termes d'offres, extrêmement percutant,
au service de nos concitoyens. Et c'est un sujet important car on le voit, beaucoup de questions arrivent concernant toute cette mobilité dans toute la région d'ailleurs, que ce soit en Champagne, dans la Meuse, les Ardennes, etc. Donc beaucoup de questions qui arrivent. Oui, une question aussi très simple, celle des jeunes. Souvent les jeunes n'ont pas d'avenir ou n'arrivent pas à se projeter dans leur avenir parce que la mobilité, la voiture, c'est le seul mode de déplacement qui est le leur. Et donc on a imaginé le pass mobilité-emploi. Pour un jeune qui rentre en formation, à hauteur de 10 000 jeunes par an, nous proposons de lui accorder une aide qui lui permette soit de passer son permis de conduire, soit de s'acheter sa première voiture, soit de s'abonner pendant 1 an au TER, avec même l'achat d'un vélo. Quand on sort de la gare, on monte sur son vélo. Il a le choix parce que, en fonction de l'histoire du territoire, en fonction de la disponibilité des moyens de transport, la vie change. Et donc, avoir la possibilité aujourd'hui d'une aide au permis de conduire, je crois que c'est quelque chose d'essentiel. Moi, quand je rencontre des jeunes et que je leur expose ce projet, ça matche fort parce qu'ils comprennent qu'on s'intéresse à leur avenir et qu'il n'est pas bouché simplement par une question financière et purement matérielle. Et j'invite d'ailleurs tous ceux qui nous regardent à aller jeter un coup d'œil également sur les différentes vidéos que vous proposez sur le site avec jeanrotner2021.fr, car il y a justement ce sujet qui est évoqué avec des jeunes qui répondent favorablement effectivement à vos propositions. On remercie au passage Atissa Ibour d'avoir participé à ce e-meeting et d'avoir répondu aux questions de tous ceux qui nous suivent. On va aborder la troisième partie de votre programme, à savoir redonner sa valeur au travail. C'est vrai qu'aujourd'hui, Jean Rotner, on ne travaille plus vraiment de la même façon qu'avant. En plus, la crise sanitaire est passée par là avec le développement du télétravail. Alors, pour vous, Jean Rotner, la valeur travail, c'est quoi ? C'est essentiel. On a parlé de sécurité, on a parlé d'humain. La valeur travail, pour moi, elle est fondamentale. Elle est fondamentale parce que derrière, c'est le salaire. Derrière, c'est l'effort. Derrière, c'est la capacité de produire. Derrière, c'est la capacité d'avoir finalement un collectif créateur de valeur. Cette notion de travail, elle est essentielle et il faut lui redonner aussi dans notre pays, je crois, ses lettres de noblesse. Combien de chefs d'entreprise, encore aujourd'hui même, alors que j'étais sur des exploitations agricoles, me disaient, les gens arrivent chez nous et au bout de 3 jours, ils repartent parce que c'est soi-disant trop dur. Eh bien non, nous devons accompagner aujourd'hui ces Françaises et ces Français qui sont en recherche d'offres d'emploi, en recherche de situations stables, mais simplement en les ramenant vers ce goût de l'effort, vers cette capacité finalement de participer à un collectif, celui de la production nationale et de la production du Grand Est en particulier. Jean Rotner, nous accueillons Valérie Debord, tête de liste pour le département de Meurthe-et-Moselle. Bonjour Valérie. Bonsoir. Vous êtes actuellement présidente du groupe Majorité Régionale au Conseil régional du Grand Est et vice-présidente de la région. Qu'est-ce qui vous pousse à vous engager à nouveau auprès de Jean Rotner ? Parce que c'est l'homme du collectif. C'est l'homme du faire ensemble. Faire ensemble avec les territoires, avec les maires, avec les associations, avec les hommes et les femmes de cette belle région qu'il aime. Et ça donne envie. J'ai une question de Catherine. Le temps long est nécessaire pour se reconstruire ou trouver sa voie. Quelle politique formation comptez-vous développer pour les demandeurs d'emploi, Valérie ? Il y a déjà un bilan. Depuis 2016, c'est pas moins de 220 000 personnes qui ont été formées dans notre région. Les 2/3 ont retrouvé un emploi. Dans le champ du numérique, dans le champ du développement durable, dans le champ de l'industrie. Nous sommes une grande région d'industrie. Et ça, c'est déjà un vecteur extrêmement positif. Après, les jeunes sont en grande souffrance. On le voit aujourd'hui avec cette crise Covid et la crise économique qui est liée. Nous allons donc abonder les comptes personnels de formation pour tous les jeunes qui sont en situation d'échec scolaire, pour leur permettre tout simplement d'engranger ces dispositifs et d'aller se former, avec aussi évidemment le pass mobilité qui leur permettra de se former et d'aller se former avec un véhicule qui sera effectivement au travers du train ou au travers du permis de conduire ou au travers d'un vélo. D'accord. Olivier veut savoir quelles sont les actions prévues pour l'inclusion professionnelle des jeunes handicapés. D'ailleurs, à ce sujet, je rappelle que ce e-meeting est totalement traduit en langue des signes. Donc, je rappelle la question d'Olivier. Quelles sont les actions prévues pour l'inclusion professionnelle des jeunes à handicap ? Je vais répondre, si vous permettez, parce que bien sûr. Les situations de handicap sont chères à mon cœur et que nous avons essayé de les bâtir, là aussi, concrètement, progressivement. Déjà, sachez que pour les personnes malvoyantes ou malentendantes, elles ont accès à l'ensemble des services régionaux grâce à un système qui s'appelle Axéo.
Ensuite, nous proposons aussi, à travers l'AGFIP, qui est notre organisme d'adaptation des postes de travail dans les entreprises, d'aller plus loin et de prendre vraiment totalement et complètement en charge les investissements liés à l'adaptation d'un poste de travail pour une personne en situation de handicap dans l'entreprise. Il ne faut pas que ce soit une charge pour l'entreprise. Il ne faut pas que ce soit une charge pour la personne en situation de handicap. Et je crois que c'est au collectif, à cette notion-là aussi d'humanité et de bienveillance qui est la nôtre, et bien de pouvoir porter un projet de ce type-là. Donc l'inclusion, elle nous concerne tous. Souvent, vous savez, les handicaps sont cachés. On n'en parle pas trop. On n'a pas envie de le dire aux collègues. Mais je crois qu'en le rendant juste, simple, utile, visible et dénué de tout intérêt ou toute difficulté au sein de l'entreprise, les choses là aussi se vivent bien mieux pour chacune et chacun d'entre nous. Bien sûr, j'ai Sandrine maintenant. Quelle place occupe l'artisanat dans votre programme ? Déjà, on est dans une formidable région d'artisanat d'art. Vous vous rendez compte qu'on est dans la région où il y a la Lique, Mazental, Baccarat, Saint-Louis, où aujourd'hui vous avez la première vannerie de France avec à Faille-Billot les meilleurs vanniers de France. Vous avez la céramique, vous avez les métiers du textile, vous avez la pierre à Langres également. On accompagne tous les ans plus de 1000 personnes en formation, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, dans 60 établissements. Au-delà de ça, la crise nous a amené à renforcer nos dispositifs par rapport à la mise en place de marketplace, parce qu'il faut aujourd'hui pouvoir vendre au travers du digital, parce que ces métiers formidable, eh bien, il faut qu'il soit connu davantage. On va renforcer évidemment ces dispositifs avec des formations, parce que vous pouvez être un très bon verrier et pas forcément être complètement doué dans la manipulation de l'outil informatique. Et c'est notre rôle à nous de donner les moyens, et quand je dis donner les moyens, c'est de payer les formations pour faire en sorte que ces formidables capacités et ces formidables ouvertures rayonnent partout sur la région. Bien sûr. Sylvie veut savoir maintenant quelles sont vos orientations pour le soutien des villages et le maintien de leurs finances pour leurs investissements. Alors, maintien de leurs finances, c'est une question peut-être un petit peu difficile parce que je ne vais pas avoir le temps d'y répondre, mais nous avons su, je crois, être à côté des collectivités et tout particulièrement de celles qui ont la plus petite taille, ce qu'on appelle les petites communes. Ça n'a pas de valeur de graduation. Voilà. Les petites communes, c'est important, c'est elles qui... on a 5200 communes à l'échelle du Grand Est, oui. C'est énorme. Mais souvent, elles sont de petite taille. Et c'est intéressant parce qu'elles sont pleines de vie. Elles regorgent de projets, d'envie, de progresser, de se projeter en avant. Et justement, notre rôle, c'est de les aider. C'est de les aider. On a créé en début de mandat le pacte ruralité qui s'adresse tout particulièrement à ce tissu de collectivités, d'associations, d'entreprises. Et nous l'avons renforcé maintenant depuis quelques mois avec un plan qui s'adresse tout particulièrement aux communes de moins de 500 habitants, qui prend en charge jusqu'à 50% des investissements avec un plafond, je crois, de 20 000 euros pour une réhabilitation d'un bâtiment public, du collectif. Je reviens sur ce terme-là. Quand on jette un regard sur des bâtiments qui sont rénovés, on a un sentiment de fierté dans sa ville, dans son village. Eh bien, on a aidé plusieurs centaines de communes. Je crois qu'on dépassait la semaine dernière plus de 600 communes à rentrer justement dans cette capacité de réhabiliter des bâtiments publics. Et ce qui est intéressant, c'est que ça fait travailler l'artisan du coin, la petite entreprise. Donc c'est un circuit court économique que nous avons créé pour le plus grand bonheur des gens qui y habitent. Vous leur proposez de la vidéoprotection aussi, je crois ? Alors la vidéoprotection, Arnaud Robinet en a parlé tout à l'heure, elle ne va pas s'adresser à toutes les communes, mais à celles qui ont envie de rentrer effectivement dans cette démarche-là. Nous saurons être en capacité de les aider, de les subventionner en investissement. Nous ferons de même d'ailleurs pour celles qui ont envie de mettre en place une police municipale. Ça correspond encore à une autre démarche, mais il faut que les femmes et les hommes de cette région se sentent en sécurité où qu'ils soient. L'emploi, c'est aussi l'industrie. Vous dites vouloir refaire de notre Grand Est une terre d'industrie. De quelle façon allez-vous vous y prendre ? Déjà, vous exprimez une chose, c'est que l'industrie a particulièrement bien résisté pendant cette crise. Oui. Ça a été compliqué, ça a été difficile. Et aujourd'hui, on n'est pas encore sorti d'une situation très délicate, celle de l'augmentation des matières premières, de leur raréfaction. Il y a des chaînes de production qui s'arrêtent parce que certaines pièces viennent à manquer. Donc il faut être à côté des entreprises. Depuis le début de la crise, nous, je crois, nous l'avons largement été. Nous souhaitons
fort d'une expérience aujourd'hui de près d'une centaine d'entreprises qui relocalisent sur notre territoire, eh bien à l'échelle de la fin du mandat prochain, permettre à 500 d'entre elles de relocaliser effectivement leur fabrication. Relocaliser, ce n'est pas forcément aller chercher en Chine ou en Asie des chaînes que l'on rapatrie en Europe, c'est simplement de se dire eh bien, comment mes sous-traitants, plutôt que d'aller me fournir de l'autre côté du monde, eh bien, j'ai la solution juste à côté de chez moi. Ça, c'est un projet fort, c'est un projet que nous sommes déjà en train de construire, que nous voulons prolonger, c'est indispensable. Ensuite, il y a toute la modernisation de l'appareil de production. C'est ce qu'on appelle l'usine 4.0. Aujourd'hui, on est à l'usine 5.0. C'est-à-dire que là où on modernise la chaîne de production, on y rajoute également une responsabilité sociale et environnementale du chef d'entreprise. C'est eux qui le souhaitent. Nous les accompagnons, nous les aidons, nous leur simplifions la tâche pour qu'effectivement notre industrie, notre économie se modernise et corresponde aussi aux attentes de la société, des salariés et des chefs d'entreprise. C'est des exemples extrêmement concrets, mais pour vous dire aussi que malgré la crise, c'est plus de 650 entreprises qui ont déjà investi là aussi depuis le début de l'année au niveau de notre région. Il faut investir, il faut former, il faut innover. C'est les 3 mots magiques. J'ai une question de Didier maintenant. Lors de cette crise sanitaire, de nombreux commerces, petits et grands, sont en difficulté. Quelles aides et quel soutien la région Grand Est et son président mettent-ils en place pour les aider ? Déjà, les remercier parce qu'ils ont tenu le coup. Ça n'a pas été simple. Dans la restauration, dans l'hôtellerie, dans le commerce de proximité. Alors, il y a eu le fameux débat non essentiel, non essentiel. On y a évité, les choses se sont un peu élargies, mais on les a aidés à se moderniser. Valérie a parlé tout à l'heure de la numérisation. Beaucoup de petits commerces ont profité d'aides allant jusqu'à 6 000 euros pour se numériser. Nous avons pris en partie en charge des loyers également pour les petits commerces. Et il faudra continuer à les aider, tout particulièrement dans l'hôtellerie, dans la restauration. Pour la réouverture, là aussi, des aides nouvelles ont été décidées, jusqu'à 1 000 euros pour installer les mesures qui conviennent, pour réouvrir par exemple les terrasses. On est à l'écoute, on est en permanence en train de réagir en fonction des besoins, avec agilité. C'est ça finalement la beauté aussi de ce mandat. C'est certain. Michel s'interroge maintenant comment redonner à cette région son statut de place avancée du développement français au cœur de l'Europe. Déjà en assumant clairement qu'on aime l'Europe. Et en assumant que l'Europe, c'est aussi une partie de notre avenir. Et c'est le premier pas. Certains de nos adversaires ne le font pas et remettent l'Europe continuellement en doute. Moi, je ne le fais pas. L'Europe est importante. Nous sommes la première région transfrontalière de France et l'Europe s'invente chez nous. C'est notre slogan. Et s'invente au quotidien dans un espace de coopération tout à fait bien assumé. Et heureusement que nos amis allemands, suisses, luxembourgeois, autrichiens étaient à nos côtés lors de la première phase de l'épidémie pour prendre en charge des malades, des patients. Nous la construisions patiemment, cette Europe, tous les jours. Et nous devons l'affirmer. Nous la construisons par exemple dans l'intelligence artificielle avec de très beaux projets qui, de Reims à Strasbourg, en passant par Metz et Nancy, développent des accords de coopération avec le Luxembourg, la Sarre ou le Bade-Wurtemberg. Ce sont des exemples très concrets, prometteurs et mondialement performants. Et à côté de cela, on se bat. On se bat parfois avec un gouvernement ou un pouvoir centralisateur, à Paris, parfois aussi à Berlin, mais surtout à Paris, qui ne comprend pas que ce territoire transfrontalier doit être une chance pour la France. Nous sommes les marins de l'Europe, les marins de la France au sein de l'Europe, avec ce territoire qui pénètre le continent européen. Il faudrait que Paris comprenne que, eh bien, on devrait bénéficier peut-être d'une forme d'intelligence différente et que ce qui se vit à Brest ne peut pas se vivre à Metz, à Forbach, à Charleville-Mézières ou à Strasbourg. Voilà. Mais les territoires transfrontaliers correspondent vraiment à quelque chose de tout à fait singulier et devraient parfois bénéficier d'une forme d'expérimentation, là aussi, dont nous sommes en capacité, avec les eurodistricts, avec les métropoles, avec les départements, d'assumer clairement une forme de responsabilité. Merci à tous les deux, merci Valérie Debord. Jean Rottner, nous n'avons pas eu le temps de répondre à tout le monde, mais vous vous engagez à le faire. Ah ben bien sûr, je m'engage. Alors pas maintenant, parce que c'est peut-être un petit peu compliqué, mais
Il y a des podcasts sur notre site internet ou sur les réseaux sociaux. Il y a des séances là aussi où, d'ailleurs, les podcasts, c'est pas forcément des podcasts que je ferai moi, mais aussi que d'autres membres de notre liste pourront prendre en charge. Il y a la campagne qui peut être suivie et puis il y a des réponses que nous apporterons par mail. On a eu, je crois, plus de 1500 inscrits pour ce meeting ce soir, plus d'une centaine de questions qui nous sont parvenues. C'est vrai qu'en 1 heure et quart, c'est un peu difficile de tout traiter, mais ce n'est qu'un début. Nous sommes au début de cette campagne. Pour nous, elle va progresser, elle va en intensité être encore plus présente sur le terrain, utiliser tous les médias qui sont à notre disposition pour convaincre, expliquer, avec passion, avec simplement soif de faire comprendre qu'à l'échelle de la région, il y a de belles choses qui peuvent se jouer. Tout à fait. Alors, on ne va pas répondre bien sûr à toutes les questions, comme vous venez de le dire, Jean Rotner, mais j'en ai encore quelques-unes quand même à vos dispositions. En plus, on est un petit peu en avance sur le timing, donc c'est très bien. Et avant de conclure, on vous laissera bien sûr le loisir de conclure. Donc des questions peut-être un peu plus politiques, comme celle de Franck. Comment poursuivre la conciliation des identités des anciennes régions pour développer une réelle identité régionale ? Je crois qu'il faut surtout éviter de faire l'erreur de vouloir fusionner les identités. Il faut les respecter, au contraire, il faut les encourager, il faut les développer, il faut déjà les aimer, les écouter, il faut les entendre, il faut les rencontrer. C'est ce que je fais au quotidien quand, sur le terrain, jour après jour, je vais découvrir les particularités chez Arnaud Robinet de Reims. C'est la Champagne Nord. C'est votre truc, ça, le terrain, parce que c'est pas parce que vous êtes en campagne là aujourd'hui que vous faites du terrain, vous faites du terrain tout le temps. Non, je fais grosso modo 15 000 km par mois, donc je me déplace beaucoup. Je vais écouter, je vais rencontrer. Ce que je disais, j'ai appris que bien, dans le Nord-Champagne, c'est pas la Champagne du Sud. Troyes, c'est pas Reims. Et puis, quand on va en Alsace, Altkirch, c'est pas Wissembourg. Et puis, Metz et Nancy, c'est pas tout à fait la même chose non plus. Il ne faut pas oublier les Vosges. Et puis, quand on est à Chaumont, il faut avoir un regard sur Langres. Et puis, quand on est à Troyes, il ne faut pas oublier Nogent. Et puis, la Meuse, c'est important. Est-ce que c'est Bar-le-Duc et Verdun, non, c'est pas compliqué. Quand vous êtes passionné, quand vous aimez les gens, quand vous vous posez pour écouter, pour comprendre, pour saisir justement ces différences culturelles, eh bien, c'est plutôt une chance. Et petit à petit, bien, il y a un esprit régional. Moi, je ne crois pas qu'il faille avoir cet esprit Grand Est pour avoir un esprit Grand Est. Vous savez, il y a eu une force qui s'est développée pendant cette crise. Elle a été toute simple. C'est cette cohésion régionale qui s'est créée parce que nous avions un sujet commun, la pandémie. Parce que nous étions face à cet inconnu et que nous avons, les uns et les autres, serré les coudes. Nous avons réussi à introduire un esprit de cohésion qui s'est fait d'ailleurs tout seul, qui a permis aux forces vives de cette région eh bien, de se prendre en main et de se dire eh bien, on ne va pas se laisser abattre, on va traverser cette épreuve et on a réussi à la traverser. Et c'est comme ça que j'aime travailler, ça a été dit, en équipe, sur tous les territoires, avec les départements, avec les intercommunalités, en remettant parfois en cause et en acceptant aussi peut-être des erreurs que nous avons commises. Vous savez, nous sommes encore une jeune collectivité, 5 ans, pas forcément encore l'âge de la maturité. Petite histoire, quand je vais dans le Bade-Wurtemberg, le président de Bade-Wurtemberg, quand il vous accueille à déjeuner, il y a toujours 2 bouteilles sur la table. Une du pays de Bade et une du Wurtemberg. Et il dit, parce que depuis maintenant la création du Bade-Wurtemberg, si je ne fais pas cela, c'est une erreur. Eh bien, c'est pas pour autant que chaque fois que j'invite quelqu'un à déjeuner, il y a du crément et du champagne, mais ça vous explique qu'il ne faut pas toujours tout fusionner. Moi, je n'ai pas le syndrome de la fusion. J'ai le syndrome de la cohésion, celui d'être en capacité de travailler ensemble. C'est ça qui me passionne. Vous êtes, Jean Rotner, le candidat LR à ces élections régionales pour le Grand Est. Qu'est-ce qui vous différencie des autres partis politiques ? C'est une question de Vincent. Ce qui nous différencie peut-être, c'est les valeurs qui viennent de vous être développées par moi-même ou par mes amis qui étaient sur ce plateau. Cette notion de protection, de sécurité, d'encouragement,
de collectivité qui est là pour servir. C'est cette notion de service public qui est extrêmement forte et que nous avons chevillée au corps. Nous sommes issus de la droite, du centre, des indépendants. Nous en sommes fiers, c'est notre culture politique et nous l'affichons clairement. Puis, deuxième élément qui a été là aussi largement décrit, c'est cette valeur travail, sur laquelle je suis revenu tout à l'heure. Le sens du travail, le sens de l'effort, la récompense liée à l'effort, c'est quelque chose qui, je crois, qui nous est chevillé au corps. Et le troisième point, et là aussi, parce que nous venons à la fois d'un spectre politique qui va du gaullisme avec ses valeurs jusqu'à la démocratie chrétienne, eh bien, c'est de mettre l'humain au centre de tout, d'être en capacité d'accompagner celui qui a un accident de la vie, d'être en capacité d'anticiper là aussi les besoins en matière de santé. Ça, c'est des valeurs que nous partageons en équipe. Les 187 membres de mon équipe ont cela chevillé au corps. Ils ont une histoire politique. Certains n'ont pas forcément de carte dans un parti, mais adhèrent à ces valeurs. Elles sont fortes. Et si nous nous engageons, ce n'est pas sur commande. Ce n'est pas sur commande d'un état-major, quel qu'il soit. C'est parce que nous sommes passionnés de notre territoire. C'est ça qui est important. Encore des questions de tous ceux qui nous regardent, de vous qui nous regardez via le chat. Alors une question qui est revenue plusieurs fois. On a gardé le premier qui l'a posé, à savoir Pierre. Quid d'une alliance qui pourrait sembler légitime et cohérente face au RN avec La République En Marche au deuxième tour? Cette question m'est fréquemment posée en ce moment, je l'entends beaucoup. Et vous savez, quand on part au combat, avec les idées que je viens d'exposer, moi je ne me la pose pas cette question. Nous ne la posons pas au sein de notre équipe de 187 membres. Nous partons pour gagner, pour exposer notre projet, un projet de mandat, un projet concret, un projet cohérent, un projet qui permet finalement à chaque membre de mon équipe, souvent qui a une expérience politique, une expérience de mandat public, bien d'être directement actif, qui connaît parfaitement son territoire. Les membres de mon équipe sont élus de leur territoire, sont connus sur leur territoire, travaillent en proximité. Et ça, c'est important. Et donc la question ne se pose pas. La question, c'est d'être le plus convaincant possible. Celui ou c'est l'équipe qui permet derrière elle d'engager des électeurs qui croient en nous, qui croient finalement en notre action passée et en notre projet futur. Une dernière question avant d'en arriver à la conclusion. Elle nous vient de Rosemary et je trouve cette question très intéressante. Comment pouvons-nous vous soutenir durant cette campagne? En allant voter. En allant voter pour nous, en parlant de nous en bien, si effectivement les propos que nous avons tenus ce soir devant vous vous ont convaincu, parce que je crois que c'est un langage de vérité, un langage de simplicité, un langage d'efficacité, en rappelant que c'est le 20 et 27 juin, exactement. En rappelant que la procuration est possible, double procuration avec juste quelques clics. On peut passer par le site effectivement qui est le nôtre, mais on peut aller aussi sur les sites de l'État. Et simplement en se disant que l'objectif qui est le nôtre, c'est cette notion, je reviens, de retour à la vie normale et de rebond. Le Grand Est, c'est une région qui peut gagner. Ces territoires peuvent être performants. Ils le sont d'ailleurs. Ils le sont, mais parfois, nos habitants n'en sont pas convaincus. Eh bien moi, j'ai une ambition pour l'Est de la France, c'est celui d'en faire véritablement une région exemplaire et une région performante. Et c'est pour cela, quand Rosemary me pose cette question, comment pouvons-nous vous soutenir? En parlant en bien de la région. Alors nous arrivons au terme de ce e-meeting. Jean Rottner, c'est bien sûr à vous que revient la conclusion. On est un petit peu, je le disais en avance sur le timing, il est 19h53. On s'était dit c'est bien si on ne dépasse pas 1 heure pour que le confort de tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. Je pense qu'on est arrivé à le faire, mais vous avez un peu de temps donc pour conclure, donc prenez-le. Merci, c'est gentil, mais moi, ce que j'aimerais dire vraiment à chacune et chacun d'entre vous qui nous regardez, c'est déjà vous remercier. Vous remercier d'être là aujourd'hui, d'avoir bien répondu à ce rendez-vous. C'est un rendez-vous
vous l'avez vu, simple, un rendez-vous qui nous permet d'exposer nos premières propositions, qui vous permet aussi de vous rendre compte que le travail accompli maintenant depuis 5 ans n'est pas anodin. Et je crois qu'il est reconnu dorénavant dans le monde économique, dans le monde sportif, dans le monde culturel, dans la défense de l'environnement, dans l'économie sociale et solidaire, dans le monde des transports. La région Grand Est est une des premières régions, voire la première région en charge ferrée en dehors de l'Île-de-France, parce que nous croyons au train, parce que nous croyons aujourd'hui à cette mobilité durable, à cette mobilité intelligente. Cette séquence a été aussi l'occasion pour moi, pour nous, de vous réaffirmer notre foi en l'Europe, dans notre position absolument stratégique, avec des ambitions transfrontalières directes, mais également de nous positionner d'un point de vue économique, d'un point de vue universitaire, d'un point de vue stratégique, dans cette compétition mondiale qu'on ne peut pas nier, mais avec nos ressources, notre capacité aussi de nous en sortir parfois par nous-mêmes, à travers notre agriculture, à travers notre capacité de développer un artisanat de qualité, à travers cette prise en compte finalement de nos compétences et d'arriver les unes et les autres à considérer que nous sommes une force et que nous avons dorénavant un poids qui compte en France, un poids qui compte sur le territoire transfrontalier et donc un poids qui compte en Europe. C'est important d'en prendre conscience. C'est important aujourd'hui de tisser des liens et finalement, avec notre équipe, nous nous concevons un peu comme tisseurs de liens. Nous nous posons à côté des collectivités pour les aider, là aussi, à réaliser leurs projets de mandat. Et peut-être faut-il, c'est vrai, réaligner la proue du navire Région Grand Est pour encore plus travailler avec les départements, encore plus travailler avec les intercommunalités, encore plus travailler avec les communes. Pourquoi je dis cela ? Parce que je ne crois plus, moi, à la décentralisation qui viendrait de Paris. La décentralisation, elle s'invente sur les territoires. Elle s'invente à partir de la force qui est la nôtre de trouver une intelligence collective entre toutes ces collectivités que je viens de citer pour proposer à l'État. L'État n'a rien à craindre d'une décentralisation quand elle est bien réfléchie, quand elle profite à la France, quand elle profite à la nation, quand elle profite finalement à ce qui fait notre force ici, c'est cette cohésion régionale que nous avons connue pendant cette crise et que je souhaite encore amplifier. Il nous faut transformer l'essai. On a un peu réalisé pendant ces quelques mois de crise, on a réussi à créer l'équipe de France du Grand Est. Eh bien, moi, je veux aller plus loin. Je veux vraiment lui permettre de remporter les challenges qui s'ouvrent sur un monde qui va être profondément bouleversé. Et pour cela, nous devons avoir confiance les uns dans les autres et avoir un projet commun. Et je crois que ce qui vous a été démontré ce soir, c'est que ce projet existe. Il est défendu par des femmes et des hommes au sein de notre liste qui sont en capacité de mettre en œuvre un projet de mandat très rapidement pour notre succès commun, pour votre succès à vous. Merci beaucoup Jean Rottner, merci aux équipes techniques qui nous ont aidés à réaliser ce e-meeting. Merci au passage également à Séverine et Rachel, nos interprètes en langue des signes. Merci à vous, chère Fanny. Et bien sûr, merci à vous tous d'avoir suivi ce e-meeting que vous pouvez revoir et réécouter sur les réseaux sociaux et les différentes plateformes et bien sûr sur le site avec Jean Rottner 2021 toutattaché.fr. Je le redis, n'oubliez pas de voter les 20 et 27 juin prochains et si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous pouvez voter par procuration. Vous trouverez tous les renseignements sur le site Je vote Rottner, tout attaché là aussi, .fr. Bonne soirée à tous et prenez soin de vous.